autres. Alors, c'est parti pour un nouveau vlog livresque, une nouvelle semaine. On est le samedi 15 novembre et c'est la fin de journée, comme vous pouvez le constater avec ce savoureux éclairage. Et ben voilà, on entame une nouvelle semaine. J'ai tout terminé mes lectures. Je suis en test d'une lecture audio au long cours que j'aimerais potentiellement découvrir, puis que je me dis qu'en audio, ça serait peut-être préférable. Mais avant de vous en parler, j'aime mieux voir si je la continue ou pas. Donc, suspense. Et j'ai reçu un colis qui malheureusement a un peu morflé. C'est un colis qui vient d'Europe parce que j'arrivais pas à trouver ce livre-ci de ce côté-ci de l'Atlantique. Et malheureusement, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon bureau de poste, mais ils ont de la difficulté avec la géométrie, je pense, parce que c'est fait plusieurs fois que j'ai des colis livresques et qui sont rentrés de force complètement semi-pliés dans un casier trop petit. Donc, j'ai aucune idée dans quel état va être ce colis. J'espère qu'il va être en bon état, mais bref. Allez, on va ouvrir ça ensemble. C'est parti! Eh bien, ma foi, j'ai quand même un bon karma parce qu'il a survécu. Alors, c'est rien d'autre que celui-ci, qui est le fameux Écho, tome 1 de Marianne LTR. C'est publié chez Imeris et Imeris Éditions. Ça, c'est une maison d'édition toute neuve, toute jeune, que j'ai connue à travers le conte Rêve ta vie en lecteur. Parce que c'est son conjoint, en fait, qui a parti la maison d'édition. Et dans toutes les parutions qu'il y avait, ils font du SFFF, dans le fond. Et dans toutes les parutions qu'il y avait, c'est cette zoologie-là qui m'intéressait le plus. Donc, c'est une zoologie, ça, c'est le tome 1. Le tome 2 vient juste de paraître en Europe, donc je pense que je serais capable de l'avoir. Peut-être que même que je pourrais en faire la commande à partir d'ici, parce qu'ils ont quand même un distributeur. Mais là, comme celui-là, c'est sûr que c'est pas des... C'est des petites maisons d'édition, donc les distributeurs ne gardent pas des quantités phénoménales de ce livre-là. Ben, j'ai dû le faire venir directement d'Europe. Donc, voilà. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que c'est. Vivre à basse cité, c'est se contenter d'un soleil artificiel et d'une pluie sale et nauséabonde. Dans cette ville cernée par une brume mortelle, l'indifférence règne en maître. On ne tend pas la main à son voisin, ni à personne d'ailleurs. Pourtant, lorsqu'Echo se retrouve mêlé au vol de l'un des 6 joyaux de Pandore, la richissime arche qui surplombe Basse Cité, Basse décide de lui venir en aide. Les ravageurs, comme lui, ont le nez fin et il a vite compris ce qu'ils pouvaient tirer de cette petite mécanicienne effrayée. Une montagne de gemmes et quasiment autant d'ennuis. Entre alliances improbables et quête de vérité, ce premier tome d'une duologie de science-fiction au rythme effréné vous emportera dans un tourbillon d'intrigues et de dangers. Ça a vraiment l'air excellent. C'est quand même une bonne brique. C'est 500 quelques pages, avec une mise en page assez quand même bien dense. Donc voilà. Alors, c'était ma réception livresque et écoutez, je dois avoir un bon karma parce que malgré le fait qu'il a été plié dans tous les sens, il est quand même en bon état, comme je vous disais. Alors, peut-être que ça va partir ma semaine sous de bons auspices. Alors, sans plus tarder, je vais arrêter de procrastiner en vous jasant et je vais aller courir, même s'il est tard, parce que j'ai ma journée dans le corps puis que ça me tente pas trop, mais avec l'hiver qui arrive, je sais pas si vous vous entraînez, mais avec l'hiver qui arrive, moi je m'entraîne dehors. Puis si je commence à me donner des excuses pour pas aller courir les journées où il fait pas mauvais, ben ça, j'aurais pas fini. Donc je pense que je vais aller courir. Je vais tester mon livre audio dont je vous parlais. Puis ben, je vais vous en reparler si c'est convaincant. Puis je vous annoncerai ce que c'est. Et au courant de ce blog-ci, il va aussi avoir une session, un blitz en fait d'albums jeunesse. Parce que j'en ai lu beaucoup la semaine dernière et je pouvais juste pas vous en parler dans un seul vlog parce que ça aurait été trop long. Ben, en fait, dans le vlog des gens en cours. Donc, ben voilà, vous allez avoir la chance d'avoir ça cette semaine. Alors, sans plus tarder, allez, on se lance et tout. Hey, bon matin. Alors, on est le dimanche 16 novembre. Et comme vous avez pu voir, il y a encore un petit peu de neige. Moi, j'aime bien ça. Sauf que, ben c'est ça, là, je me suis rendu compte que ma municipalité a bien fait son travail et puis elle a déneigé les trottoirs. Donc, techniquement, ça serait sécuritaire que j'aille courir. Mais on dirait que je sais pas si je vais y arriver. Vous allez être tannés, là, mais quand l'hiver va avoir commencé, je vous en parlerai pas à toutes les fois, mais là, ça me prend un peu de motivation, même indirectement. Donc, est-ce que je vais y arriver ou je vais pas y arriver? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes.
Bonjour. Alors finalement, je suis allée courir. Vraiment bonne idée parce que finalement, c'était pas si froid. Puis je pense que je vais vraiment être contente d'être allée parce que, euh, comme je vous disais, pour l'hiver, on ne peut jamais se fier sur la température. Donc voilà, bon call, bon call. Écoutez, je suis de retour, post-douche avec un chat. Là, vous allez me voir peut-être tapouner ici. Et je suis prête pour faire le super blitz des lectures jeunesse que j'ai faites la semaine dernière. Il y en a 7. Fait que j'espère que vous êtes prêts. Je vais commencer sans plus tarder en essayant de fonctionner avec mon chat. Je ne sais pas trop. Mais bon, tout d'abord, j'ai lu Pescador de Catherine Lafaille-Lateux et illustré par Olivier Chéné. C'est publié chez, je vais m'aider parce que sinon je ne m'en souviendrai pas toutes, aux éditions 2. Donc, c'est considéré comme un roman graphique, je dirais dans les premiers romans graphiques. Donc, pas très chargé au niveau du texte, mais je vous lis la quatrième de couverture. À Perpète-les-Mouettes, petit village bord de mer, c'est le calme plat. Pas un souffle depuis qu'une marée noire a obligé les pêcheurs à déserter la Grande Bleue et les mouettes à quitter le ciel. Mais un jour, Lucie trouve un trousseau de clés sur les pas d'un curieux bonhomme dont l'aura colorée détonne dans ce décor tout gris. Est-ce à lui? Et que traîne-t-il dans sa carriole? La fillette, intriguée, s'élance à sa poursuite. Donc ici, on va trouver une histoire qui a une petite touche écologique, comme vous pouvez quand même comprendre qu'il y a la marée noire, mais on est dans une espèce de réalisme magique parce qu'on est dans un village justement où, disons que les émotions s'expriment par la colorimétrie. Donc, vraiment un travail de création à quatre mains, je pense, entre le texte et les illustrations. Ben, peut-être pas en même temps, peut-être de façon asynchrone, mais je trouve que l'univers visuel qu'Olivier Chénier propose est super intéressant parce que ça ajoute vraiment une dimension claire au fait que le village qui est dans détresse, qui est en train de s'éteindre parce que la source principale des revenus de ses habitants dans le fond, elle a disparu avec malheureusement la marée noire. Tout est en noir et blanc. Puis le lecteur ne le réalise pas nécessairement si rapidement jusqu'à ce qu'on finisse par avoir arrivé le fameux monsieur qui va perdre ses clés et qui s'appelle Pescador et que Lucie va suivre. Et ce monsieur-là est en couleur. Et éventuellement, elle va finir par le suivre et elle va voir que c'est en fait quelqu'un qui euh, recycle des objets abandonnés pour en faire des nouveaux. Ça peut être des objets utiles ou des œuvres d'art. Et chez lui, tout est coloré. Donc, va s'en suivre une espèce de relation d'amitié, évidemment, et une espèce de, par le biais de cet homme-là qui est un peu un excentrique, qui voit les choses autrement, qui voit les choses en dehors de la boîte, comme on pourrait dire, et par la courroie de transmission joyeuse et enthousiaste qui est Lucie, en fait, va faire en sorte que le village va revivre grâce à ça. Et évidemment qu'un changement de colorimétrie va arriver vers la fin de l'album. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est assez, pardon, c'est vrai que c'est un public assez jeune. Selon moi, c'est quand même assez simple. C'est une histoire qui n'est pas très longue, mais c'est quand même une histoire qui a plusieurs couches de compréhension, mais qui, à la limite, à plusieurs âges, pourrait être appréciée différemment. Donc, il y a peut-être qu'il y en a qui vont se concentrer sur l'histoire, peut-être qu'il y en a qui vont se concentrer vraiment sur les dessins ou sur la transition entre le noir et blanc et la couleur. Et ça fait quand même réfléchir aussi à l'écologie. Donc, j'ai bien aimé ça. Est-ce que c'est un coup de cœur? Pas tout à fait. Il m'a manqué un petit quelque chose. On dirait que pour moi, l'histoire est un peu trop courte ou un peu trop en surface, mais peut-être parce que je suis une adulte. Donc, je suis juste peut-être pas le public cible. Je dirais vraiment que c'est euh, peut-être pas préscolaire, mais c'est quand même assez long, mais peut-être fin du préscolaire, ceux qui ont vraiment une bonne attention, puis potentiellement premier cycle du primaire, mais ça peut être découvert plus tard. Mais c'est juste que c'est pour ça, comme ça a été simplifié, j'ai l'impression des fois qu'il me manquait un peu quelque chose. Mais bon. Euh, donc, bref, première lecture, fort sympathique, éditeur québécois, donc si ça vous dit. Sinon, après, je me suis lancée dans une lecture et ça, j'admets que je l'ai lu parce que, ben, je suis un petit peu une fan de l'auteur qui est en fait un acteur et c'est que Michael Sheen a fait un album jeunesse en collaboration avec l'écrivaine Jess Webb et l'illustratrice Sarah Massini et l'album s'appelle Une cabane après l'orage. Michael Sheen, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça se peut parce que en fait c'est un super bon acteur. Il fait beaucoup du théâtre, il a fait du cinéma. Il était dans des grands blockbusters. Récemment, on l'a particulièrement vu dans Good Omens, mais il a aussi joué dans les Twilight. Bref, il est assez polyvalent. C'est un comédien qui vient de, j'arrive jamais à le trouver en français, de, so Welsh, mais Wales, Welsh je vous mettrai la traduction, donc, qui vient de cette région-là et qui est très impliquée dans cette région-là pour
faire une différence dans la communauté. C'est un acteur qui est très, très bien payé, puis que depuis quelques années, depuis, je pense, après la pandémie, a décidé de ne se garder qu'une portion qui était raisonnable pour lui en termes de revenus. Puis, d'après ça, se créer une espèce d'OBNL pour venir en aide de façon communautaire pour différentes causes, dont, entre autres, réduire la dette de certaines personnes qui étaient sur le territoire en lien à des prix de maisons qui avaient comme subi une flambée et tout ça. Donc, voyez un petit peu la bibite. En plus, c'est un acteur talentueux. Donc, il a fait cet album-là que j'ai découvert et je m'attendais. Il y a beaucoup de comédiens qui en font, ou Madonna aussi a fait des albums, puis des fois c'est super, des fois c'est heureux, des fois pas tant que ça. Mais là, je vous dirais que le travail qui a été fait, je ne sais pas si lui, il y a eu comme l'idéation, puis c'est vraiment Jess Webb qui a fait la rédaction, mais en tout cas, ça donne un super résultat. En fait, si je ne savais pas qui était Michael Sheen, j'aurais vraiment trouvé ça intéressant. Donc, voici le résumé. En haut d'une colline peuplée d'arbres ondoyants, un impressionnant nuage noir apparut dans le ciel du soir. Lorsque Léon le dragon se réveille après un orage, il découvre que sa cabane n'est plus qu'un tas de bois. Il se met en quête de trouver un nouvel endroit où vivre. De nombreux amis rencontrés en chemin lui proposent de l'héberger, mais Léon découvre qu'il ne suffit pas de 4 murs pour se sentir bien chez soi. Trouvera-t-il un jour un endroit qui lui convient? Donc, ça dit que c'est une histoire qui aborde le sujet délicat de la perte du logement et le fait de trouver comme un nouvel endroit où s'abriter dans lequel on va se sentir chez soi, même si ce n'est pas notre maison d'origine. Il y a d'ailleurs une super belle note de Michael Sheen à ce sujet-là qui dit juste que dans le fond, être un sans-logis, ça peut être en lien avec l'itinérance, mais ça peut être aussi des gens qui se ramassent sans logis, souvent des catastrophes comme ça, naturelles, et que souvent les gens autour veulent aider, mais que dans le fond, il ne faut jamais oublier que la personne, même si elle peut être reconnaissante d'avoir accès à un nouvel abri, c'est long avant qu'elle puisse se ressentir, retrouver des repères dans quelque chose qui n'est pas sa maison initiale, son endroit où elle se sent elle-même initialement. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est un album à structure répétitive où on va voir en effet l'espèce de catastrophe de Léon. Puis après ça, chacun des animaux vont les amener dans leur propre abri, qui sont des fois adaptés, des fois pas adaptés. Puis Léon, dans le fond, c'est pas par manque de reconnaissance, mais dans le fond, il va accepter un peu, mais souvent, il va comme finalement repartir en disant non, mais c'est beau, je vais pas trop vous déranger. Puis on sent qu'il est juste pas à l'aise dans la situation, même si les autres veulent vraiment bien faire. Et éventuellement, le fameux, c'est le hibou qui va trouver une solution parce qu'il va il va avoir ouvert l'œil et le bon et il va avoir trouvé une cabane qui pourrait potentiellement aider le dragon. Mais évidemment, c'est encore une cabane qui est très impersonnelle, qu'il n'y a pas grand-chose qui fait en sorte qu'il se sent à l'aise. Et à la fin, on va se rendre compte qu'un effort ultime de tous les animaux qui se sont rendus compte que peut-être que finalement, la différence qu'ils peuvent faire, c'est pas tant de lui fournir une maison qui, selon eux, répond aux critères du dragon, mais plutôt de l'aider, une fois qu'il a trouvé un endroit où il se sent en sécurité, à rendre sa maison chaleureuse, qui lui ressemble et tout ça. Donc, vraiment, j'ai trouvé que c'est une super histoire. Comme je vous dis, structure répétitive, donc ça peut quand même aller avec un public un peu plus jeune. En même temps, c'est un sujet qui n'est pas nécessairement évident à aborder. J'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations de Sarah Massini. C'est excellent. On est dans le fantastique, évidemment, dans les créatures un peu magiques, mais aussi dans tout ce qui est anthropomorphie, parce que on est dans les animaux, finalement, qui parlent, mais ça nous permet quand même d'en apprendre un petit peu aussi sur l'écologie, la faune, puis on peut s'imaginer un peu c'est quoi les besoins de chacun des animaux. Donc, super lecture. Vraiment, j'ai adoré ça, puis j'ai oublié de vous dire, c'est publié chez qui? C'est chez Kiman Édition. Des fois, chez Kiman, ça tombe bien, mais des fois, je trouve que souvent, on dirait qu'il y a des concepts qui sont. En tout cas, je ne suis pas toujours satisfaite par les éditions Kiman. Leurs prix sont pas chers. Ils vont souvent fonctionner avec des traductions. Et des fois, on dirait qu'il y a beaucoup d'histoires qui ressemblent à d'autres, dans le sens où, là, je parle pas de plagiat, mais des idées qui sont pas nécessairement originales. Donc, des fois, j'aime ça, mais je me fais avoir que quand je lis l'histoire, finalement, c'est pas tant qu'est-ce que j'aurais voulu que ce soit. Et donc, je suis quand même contente que là, cette fois-ci, ça m'a plu. Ensuite, on va continuer avec un autre Québécois. Non, européen. Alors, c'est le fabuleux club de lecture du Bus 65. C'est de Céline Pearson et c'est illustré par Sanoé. Sanoé qui est la personne qui illustre les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, moi que j'ai découvert comme
comme illustrateur ou illustratrice, je pense que c'est illustratrice dans cette série-là. Mais donc, illustré par Sanoui. Par contre, la parenté des images n'est pas... Je vous dirais que le trait, on le reconnaît, mais la parenté des images, à part quelques petits clins d'œil, même à l'univers du Mémoire de la forêt, parce que bon, en tout cas, vous verrez quand vous allez le lire. Mais sinon, sur le coup, si j'avais pas su que c'est Sanoui, je suis pas sûre que je l'aurais reconnu. Mais bon, bref, qu'est-ce que c'est le fabuleux club de lecture du bus 65? Bon, le résumé nous aide pas tant que ça. Mais en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver dans un autobus, parce qu'il faut qu'elle prenne un autobus, elle est très jeune. Et puis elle, ben, elle sort son livre et tout. Puis tout le monde est occupé, parle fort, fait des choses. Puis à un moment donné, elle se retourne, puis elle voit une tortue qui lit un livre. Puis là, elle comprend pas trop. Puis éventuellement, la tortue finit par s'adresser à elle en disant: Ah, tu lis un livre. Je pense que la tortue, elle lit Huckleberry Finn, je pense, ou Tom Sawyer, je me souviens plus. Puis là, ils vont engager la conversation. Puis là, plus ça va aller, puis plus l'autobus va se vider. Puis là, elle va voir arriver des animaux qui rentrent dans l'autobus, puis qui ont tout un livre. Puis là, ben, finalement, elle va comprendre que dans cet autobus-là, c'est un endroit où ils vont se faire une espèce de club de lecture où ils aiment parler lecture. Et ben, dans le fond, c'est vraiment un hommage, en fait, à la lecture, aux rencontres qu'on peut faire grâce aux livres et tout. Donc, très sympathique, très... une courte histoire, un message intéressant. Je dirais que c'est intéressant comme histoire. Ça aurait peut-être pu être un petit peu plus développé, mais ça fait le travail. C'est surtout les illustrations qui sont extraordinaires. On est capable de s'imaginer un peu l'histoire de chacun des personnages. C'est des animaux, on ne sait pas trop c'est quoi leur histoire, mais on est capable de se dire: Ah oui, cet animal-là, il vient de où? Puis ça se passe dans un autobus. Il me semble que c'est un autobus voyons, à 2 étages, donc comme en Angleterre. Donc, en tout cas, j'ai trouvé ça sympathique. Je l'avais vu passer chez des booktubers. Comme c'est Sanoui, évidemment, il y avait eu un petit peu plus de mise en avant. Donc, je confirme que, ne serait-ce que pour les illustrations de Sanoui, ça vaut le coup. L'histoire est fort sympathique, toute douce, toute joyeuse. Donc, pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi utiliser cet album-là pour peut-être donner le goût aux enfants de partager leur lecture. Donc, voilà. On continue avec un album que je trouvais vraiment hilarant. Ça s'appelle En dessous. C'est de Dylan. Ah, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Le club de lecture du bus 65, c'est chez Kaleidoscope. Donc, désolé. Donc, on continue. En dessous, c'est de Dylan Hewitt qui fait le texte et les illustrations. Et on l'a connu dans un album jeunesse qui était chez le même. Ouais, chez le même ministère que M. Ed. On l'avait connu pour son livre qui s'appelle Voter pour le pire, qui faisait un beau gros clin d'œil à M. Trump des États-Unis. Et là, dans le fond, cette fois-ci, il nous arrive avec un album pour les tout petits qui est vraiment hilarant, qui va dans la simplicité, le côté épuré, mais qui, ma foi, est d'une efficacité redoutable. Je ne sais pas si on a un petit résumé, mais bon. Dans le fond, en gros, c'est le narrateur dit que il s'adresse à un enfant qui, dans le fond, visiblement, a un peu peur de ce qu'il y a en dessous de tout, en dessous du divan, en dessous du lit, en dessous de la couverte. Donc, on va voir, en fait, d'une double page à l'autre, qu'est-ce qu'on pense qui pourrait se cacher en dessous, et puis versus qu'est-ce qui, finalement, il n'y a pas. Puis là, plus ça va, puis plus on se donne un petit peu peur, puis à la fin, évidemment, il y a une espèce de petite... un petit clin d'œil pour dire, ben non, mais finalement, il n'y a rien. Puis, il y a une chute super intéressante qui... qui, à place de juste laisser le message très rassurant pour les tout petits, que finalement, à chaque fois qu'on pense à quelque chose de terrible, en dessous de quelque chose, il n'y a jamais rien d'inquiétant. Il y a une petite twist qui peut-être peut nous faire sourire quand on est plus grand, ou peut-être relancer un peu le débat. Donc, je ne le dirai pas parce que la twist est trop excellente. Je trouve que cet album-là, il est parfait. Pour moi, c'est un coup de cœur. Efficace, court, structure répétitive, aborde un sujet quand même très fréquent chez les enfants, quand leur imaginaire part, puis ils ont de la difficulté à juste accrocher ça à la logique un peu de la réalité, puis même les plus grands, on va se le dire. Et le côté simplifier les illustrations, c'est des masses de couleurs avec un élément en tant que tel qui nous évoque étrangement en si peu de volume, en si peu de détails, qui nous évoque absolument la situation, absolument l'émotion ressentie. J'ai adoré. Si jamais vous ne l'avez pas encore découvert, ce livre-là, en dessous, chez Monsieur Ed, c'est une nouveauté et vraiment, faut pas passer par-dessus ce titre-là. C'est vraiment important. C'est paru en octobre. Et c'est du québécois. Je ne sais pas s'il y a des Dylan Hewitt. Il n'y a pas de note comme quoi il y a une traduction.
Donc, oui, traduit par Catherine Chiasson. Donc, je ne sais pas quelle est l'origine de Dylan Hewitt, mais en tout cas, c'est un auteur que définitivement j'ai envie de suivre pour la suite des choses. Désolée, je me fais un peu mordiller par mon chat. Donc, désolée, il y a un petit ajustement, parce que là, moi, quand les chats, ça se comporte comme ça, c'est non. Ensuite, un bel album. Un album un peu pour les grands, un album un peu pour... qui me fait un peu penser à... en version plus poétique, plus délicate, plus tendre, ben pas plus tendre, plus poétique, plus délicate, plus, à mon avis, jolie que la version Je t'aimerai toujours. Donc, c'est ça, je vous mettrai le visuel. Et cette fois-ci, c'est une... Bien évidemment, je suis un peu biaisée parce que vous allez voir quand je vais vous parler de l'illustrateur. Mais c'est un album qui un peu exploite l'idée de, je crois, quand même, pas pareil que Je t'aimerai toujours, mais une partie de ça. Et ça s'appelle Toute la vie devant toi. C'est de Julie B. Bonny et c'est illustré par Barou, bien sûr, ce cher Barou. Et c'est publié chez Les Arènes, album. Les Arènes qui actuellement font des romans, mais qui ont aussi une division album. Et je vais vous lire la quatrième de couverture, mais je n'ai pas vraiment besoin. Non. Dans le fond, ce qu'on va suivre, c'est que tout au long du livre, on va suivre la vie de Cacahuète. C'est une petite cacahuète qui va grandir, évidemment, on est au deuxième degré, là, qui grandit dans le ventre d'une maman et qui va éventuellement s'épanouir, passer par tous les stades de l'enfance, de l'adolescence et éventuellement va quitter la maison. Et c'est du point de vue des parents. Donc, c'est un message d'amour, c'est un message c'est un message d'amour, mais qui n'est pas, je dirais, un message qui met de l'avant que ils sont fiers de l'évolution de cet enfant-là vers une adulte épanouie et vers une adulte qui prend son envol aussi. Donc, sans nier le fait que potentiellement pour les parents, là, ça s'arrête au moment où la jeune adulte quitte la maison. Bien entendu qu'après, il pourrait y avoir autre chose, mais on reste sur une note positive, on reste sur une note que c'est chouette finalement que la jeune adulte en soit rendue là. On se projette un peu vers l'avenir, mais on fait confiance, dans le fond, à l'enfant qui quitte le nid. Et j'ai trouvé ça super beau parce que j'ai trouvé que ça niait pas les émotions vécues par les parents, mais ça mettait pas non plus de poids particulier sur l'enfant pour la suite des choses ou sur la jeune adulte pour la suite des choses. Puis les dessins de Barou c'est tout en tendresse, c'est tout épuré, c'est pastel, on mise vraiment sur les petits traits fins. On a l'impression qu'on est dans une espèce de belle bulle, une belle bulle qui grandit, une belle bulle qui découvre, qui se découvre et qui va éventuellement découvrir les autres bulles qui parcourent le monde. Donc ça, c'est une belle douceur. Je trouve que c'est un beau cadeau. Évidemment que ça peut être un beau cadeau peut-être pour aller avec les enfants, mais je pense quand même que c'est plutôt quelque chose qui pourrait être un clin d'œil de d'amour et de reconnaissance, soit offert à un parent ou de la part d'un parent à un jeune adulte. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais c'est un super bel album. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je ne sais pas, mais peut-être que oui. Je pense que c'est sûr que ça reste quand même un message assez clair. Moi, des fois, quand c'est des albums à message, vous connaissez, je ne suis pas tant... j'aime pas ça me faire forcer un message au fond de l'imaginaire, mais dans ce cas-ci, c'est fait quand même avec justesse, avec douceur, en accueillant tout le monde là-dedans, peu importe où on est par rapport à ça. Donc, j'ai bien aimé cet album-là. Alors voilà donc Toute la vie devant toi chez Les Arènes. Il en reste deux, il en reste deux. Ensuite, j'ai lu L'étonnante maison de Madame Victoria. C'est de Lucie Crovato et Nicolas Paquin. Je ne sais pas si c'est Nicolas Paquin qui a fait... je pense, je ne sais pas c'est qui a écrit. Donc, c'est Nicolas Paquin qui est l'auteur, mais l'illustratrice, c'est Lucie Crevato. Et elle a fait plein d'autres collaborations chez cette maison d'édition-là. En fait, c'est chez La Pastèque, je pense. Je vous mettrai quelques couvertures, vous allez voir, ça va vous dire quelque chose. Cette fois-ci, donc, on va suivre l'histoire qui est proposée par Nicolas Paquin et qui met en scène une maison et Madame Victoria, ainsi que le regard d'un jeune garçon par rapport au patrimoine. Alors, ce que ça dit, c'est: devant chez moi, il y a une vieille maison de bois.
une maison pleine de mystères, comme les châteaux médiévaux. Mais voilà que ma nouvelle voisine s'y attaque à grands coups de marteau et d'aiguine. Ainsi commence cette histoire originale où la maison de Madame Victoria devient un véritable personnage, intriguant, attachant et parfois rigolo. Quand Madame Victoria veut remplacer une fenêtre à guillotine, le petit Léonard imagine une autre sorte de guillotine un peu plus dangereuse. Quand elle parle de repeindre les corbeaux, Léonard rêve de drôles d'oiseaux aux ailes recouvertes de peinture. Et quand elle commande un œil de bœuf, il ne comprend plus rien. Donc, voyez-vous un peu ce que c'est super intéressant. En fait, à mon avis, c'est quasiment un album compagnon du documentaire qui a été fait il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle La ville nous parle. Je vais vous mettre la couverture. C'était justement sur l'architecture, c'était plus particulièrement sur Montréal, mais il y avait à la fois une histoire un peu de l'architecture puis des termes spécifiques. Puis dans ce cas-ci, en effet, on va utiliser, c'est publié chez La Bagnole, excusez-moi, donc pas du tout chez La Bastec, mais chez La Bagnole. Et cette fois-ci, on va illustrer, en fait, tout ce qui est un peu complexe quand on est un enfant sur des termes spécifiques pour des, euh, des éléments caractéristiques pour une maison ancienne, qui sont des termes finalement d'architecture qui pourraient porter à confusion. Là, il en donne deux exemples, mais il y en a plein. J'ai trouvé ça super rigolo. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout au long de l'histoire, évidemment, il y a l'espèce de quiproquo de Léonard qui ne comprend pas. Léonard qui dit d'ailleurs qu'il s'appelle Léonard, mais qui n'est pas Léonard de Vinci. Donc, il y a quand même un petit clin d'œil. Mais donc, Léonard qui ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, qui déjà trouve ça poche parce que la Madame Victoria a l'air de vouloir détruire la maison qu'elle va habiter, puis lui, il aimait cette vieille maison-là. Puis en plus, il comprend rien de qu'est-ce qu'elle va faire avec des corbeaux, puis une tête à guillotine et tout ça. Et éventuellement, en fait, ce qu'il va comprendre, c'est que oui, bien sûr, c'est une façon, c'est une excuse pour apprendre ces termes-là, donc d'architecture, mais euh, il va comprendre aussi que la façon de Madame Victoria de prendre soin de sa maison, c'est de la restaurer. Et de la restaurer avec des éléments d'origine. Et bon, moi, dans mon univers personnel, j'évolue avec quelqu'un qui travaille en urbanisme et en patrimoine. Et je peux vous dire que c'est pas toujours le cas, la vision pour le patrimoine. Donc, je trouve ça intéressant. En plus, une espèce de petite prise de position que peut-être les gens qui connaissent pas nécessairement le contexte au niveau patrimonial, que ce soit localement ou mondialement, vont peut-être pas saisir, mais je trouve que ça, c'est vraiment une belle idée, une belle prise de position. Et oui, c'est sûr que c'est un album à message, on comprend que c'est un album éducatif, mais les illustrations de Lucie Crovato sont juste excellentes. On peut se perdre dans ces illustrations pendant genre toute une journée. Il y a plein de petits détails. C'est super touchant. J'aime encore un peu l'idée. Elle travaille souvent beaucoup avec des masses de couleurs un peu pastel, puis détourées en fait au très fin. Puis je trouve que ça donne la place, on dirait que ça encadre l'émotion qu'elle veut faire. Les traits, en fait, là. C'est comme si ça encadrait l'espèce de texture émotive qui est sa colorisation, en fait, des illustrations. Et puis, je sais pas, ça la propulse, ça nous stimule l'imaginaire. Donc, j'ai toujours aimé les illustrations de cette illustratrice-là. Les duos qu'elle a fait avec d'autres auteurs, souvent, c'est des histoires qui sont quand même assez longues. Puis, j'ai pas toujours embarqué. Celle-ci est relativement courte, structure répétitive. Puis, comme je vous dis, si on comprend que c'est un album qui nous dit il faut apprendre les bons termes, il est agréable à lire. On n'a pas l'impression oui, on a l'impression d'apprendre quelque chose, mais pas de se faire une leçon de socio-affective ou je sais pas trop quoi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ben voilà, donc pas coup de cœur, mais belle découverte, si ça vous dit, et définitivement un album compagnon là, pour ceux qui enseignent avec la littérature jeunesse. C'est sûr que c'est pas le même public du tout, mais ça serait, disons, je dirais peut-être premier cycle du primaire, puis le documentaire qui s'appelle La ville nous parle, ça serait vraiment troisième cycle, mais ces deux albums-là ont vraiment un point commun. Et enfin, j'ai terminé par, cette fois-ci, c'est un roman graphique, mais fiction illustrée, je dirais que c'est un roman graphique quand même, mais avec beaucoup de textes. Et c'est dans la fameuse collection des romans graphiques de La Pastèque, des romans graphiques pour la jeunesse. Et c'est dans la classe de Madame Tadziki. Puis il me semble qu'elle en a fait deux, trois autres. Il y a toujours, il me semble, je ne sais pas si c'est là-dedans qu'il y avait le voleur de sandwich, mais je pense que oui. Non, dans celui-là, il y avait Mocha a disparu. Donc, c'est ça. Mais c'est quand même dans la même collection que Le voleur de sandwich. Mais pour le duo André Marois, François Vigneault, qui est le cas ici, il y en avait juste deux. Donc, ça, c'est le deuxième tome. Et ça s'intitule Le gâteau empoisonné. Donc, dans la classe de Madame Tadziki. Et je vous lis la quatrième. C'est l'anniversaire de Benjamin. Et Marin a apporté un magnifique gâteau au fromage préparé par sa mère. Mais quelques bouchées plus tard, tout le monde tombe malade. Tout le monde sauf Marie. La fête tourne au cauchemar. La police débarque et très vite, la mère de Marin devient la principale suspecte. Pour sauver l'honneur familial, Marin décide de mener l'enquête.
empoisonnement, vengeance, jalousie. Le mystère plane de nouveau sur la classe de Madame Tadziki. Alors voilà, donc on est vraiment dans une enquête. André Marois, qui est un auteur de romans policiers adultes aussi, si jamais vous n'étiez pas au courant, ado et adulte. Et on va retrouver ce fameux événement-là. C'est vraiment prenant, en fait, ce livre-là. Puis, tu sais, je me suis même dit qu'à la limite, ça serait peut-être à la jeunesse, mais je me suis dit quand même, ça va pas parler d'eau de la cuillère parce qu'en fait, c'est vraiment. On se retrouve dans une classe où, à chaque fois qu'il y a un anniversaire, euh, il y a une rotation pour qui fait le gâteau. Donc, les enfants apportent des gâteaux, mais c'est les parents qui vont fournir le gâteau. Puis, c'est jamais le parent de l'enfant fêté qui fait le gâteau. Ça va être comme une rotation, puis c'est autre chose. Puis, la mère de Marin est vraiment bonne en cuisine, puis elle aime ça. Puis, fait que là, il est bien content d'apporter ça. Mais quand ça arrive, c'est que empoisonné, tout le monde devient malade, c'est que ça ressort, hein? On va dire ça comme ça. Et c'est quand même sérieux, là. Donc, c'est quand même un roman qui. On n'est pas dans le petit empoisonnement. C'est vraiment une intoxication alimentaire qui va toucher toute la classe, sauf certaines personnes, et qui, finalement, Marin va devoir trouver qui a fait quoi, parce que pour le moment, sa mère est suspectée d'avoir voulu empoisonner la classe, puis c'est quand même des enfants. Donc, il n'y a pas rien de grave qui se passe, sauf le fait que tout le monde est malade. Donc, on est chanceux, ça ne dégénère pas, il n'y a pas de complications et tout, il n'y a pas d'hospitalisation, mais on est quand même une situation qui n'est pas évidente, puis qui est comme grave. Donc, on va vraiment voir Marin se démerder là-dedans, essayer de euh, trouver des pistes, éliminer des suspects. Donc, vraiment intéressant. Je dirais que c'est du peut-être deuxième cycle du primaire pour les bons lecteurs. Vraiment une belle structure narrative, une vraie enquête, une vraie. Même moi, que, tu sais, je suis un adulte, mais comme j'aurais pas nécessairement pu. Je me doutais un petit peu, parce que bon, je suis une adulte, fait que je vois un peu les signes, mais c'est super bien construit. C'est pas parce que c'est pour la jeunesse que c'est pas bien construit ou qu'on n'a pas décidé de mettre justement un mystère, puis un mystère qui fait qu'on n'a pas tous les éléments, puis que nous, comme lecteurs, il faut aussi qu'on se pose des questions. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture d'André Marois. J'ai aimé qu'il est à la limite du correct pour l'âge, le public ciblé. Le fait que ce soit aussi illustré par François Vigneault, c'est intéressant parce que ça rend les choses vraiment dynamiques. Ça dédramatise un peu les choses aussi. Quoique dans ce cas-là, c'est un peu dégueu, en fait, je dirais, quand tout le monde est malade. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, si jamais vous aimez ça, cette série-là, là, je viens voir qu'il y avait juste 2 tomes, mais La Pastèque a vraiment une collection qui est consacrée à ces romans graphiques-là pour la jeunesse. Voyez-vous, c'est 144 pages quand même. Donc, tu sais, c'est quand même un bon roman. J'appelle ça un roman illustré, mais eux, ils le présentent comme un roman graphique. Donc, si ça vous dit, c'est une vraiment bonne enquête. C'est une bonne enquête, même pour les grands. Peut-être à lire en famille. Bon, peut-être que c'est sûr que peut-être pas trop lire ça avant les fêtes quand tout le monde apporte de la nourriture à manger. Puis qu'on n'est pas sûr de qui a fait quelle nourriture. Parce que c'est sûr que ça sème le doute sur ce qu'on mange. On ne sait jamais. Si jamais quelqu'un a maille à partir avec un des convives, est-ce qu'on va finalement se ramasser avec une drôle de fin de festivité? On ne sait pas trop. Mais vraiment intéressant. Donc, si ça vous dit, comme je vous dis, André Marois, La classe de Madame Tadziki. J'avais pas lu le premier, j'ai pas lu Mon cas disparu. Je l'ai-tu lu? Je pense que je l'ai lu. Je m'en souvenais plus. Mais c'est pas nécessaire, ça peut quand même être lu indépendamment. C'est juste que c'est dans l'univers, le même univers qui se répète, donc La classe de Madame Tadziki. Et voilà. Et ça clôt cette avalanche de lecture jeunesse. J'espère que ça vous a plu. Ça fait longtemps qu'on tourne. On est comme. Je pense que j'ai quasiment fait la moitié du blog. Donc, désolé, c'est rare que je fais des aussi longs segments, mais ça me tentait vraiment de vous rendre compte de tout ça. Alors, ben, avant de complètement vous perdre, vous ennuyer, je vais mettre fin à ce segment-ci, puis on se retrouve tout de suite. Et bonjour. Alors, on est le lundi 17 novembre, donc jour de congé pour moi. Fait du bien. Et ben, en fait, je vous prends rapidement parce que après le super long segment que je vous ai fait sur les livres jeunesse, je ne veux pas m'attarder à chaque fois sur les segments. Je vais me concentrer sur des recensions de lecture, mais j'ai oublié de vous dire que finalement, la fameuse lecture dont je vous disais, je vais la tester avant de savoir si je vous en parle ou pas, ben, je vais vous en parler. Donc, j'ai décidé de me lancer
après hésitation, mais j'avais vraiment envie quand même de me faire ma propre idée, dans en fait le concours de cette année, c'est-à-dire La maison vide de Laurent Mauvignier, qui est une bonne brique. Il me semble que c'est en papier, c'est 700 pages, quelque chose comme ça. Puis comme évidemment, cet auteur vient de gagner le concours, ben en fait, tout ce qui est livre numérique, livre papier, c'est tout emprunté en fait dans mes bibliothèques proches de chez moi, même où je travaille. Il y a plusieurs exemplaires, tout est prêté. Et je me suis rabattue finalement sur une version audio. Celle-là était disponible. Donc, 22 heures de livre audio pour découvrir finalement cette saga un peu particulière. En gros, l'espèce de pitch, c'est une proposition que l'auteur fait de raconter en prenant comme prétexte en fait la réouverture de la maison de son arrière-grand-mère par son père dans les années 70. Une maison qui avait appartenu à son arrière-grand-mère pendant un bon moment et ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas habitée. Et dans le fond, ça a été rouvert par son père et il a découvert plusieurs trucs à l'intérieur de cette maison-là, des objets et tout. Et par le biais de ces objets-là, on part dans une espèce de retour en arrière spéculatif de qu'est-ce que potentiellement a pu être la vie de cette famille-là, en fait, mais particulièrement en se fiant sur la lignée féminine, donc sur la mère du père de l'auteur, donc Marguerite, et la grand-mère, donc Marie-Ernestine, qui remonte en fait jusqu'à un petit peu plus loin, donc ça va nous faire remonter jusqu'au début du 20e siècle, donc ce qui est proposé ce qui est présenté dans la 4e couverture, c'est comme bon, une espèce de saga familiale qui permet en même temps de voir un peu comment le 20e siècle, le début du 20e siècle jusqu'au milieu, a été vécu en milieu rural versus rural et rural nanti et versus noblesse, versus le destin des femmes dans cette société-là, surtout rurale, où en fait c'était vraiment de finalement se marier à la personne qui avait été décidée pour elle, donc qui avait été choisie pour elle. Et on va rencontrer en fait, donc comme je vous disais, c'est vraiment un peu comme si on s'assoyait au bord d'une table ou dans un salon et puis il y a quelqu'un qui partait un peu comme ça en disant « Ah, vous savez quoi, l'autre fois j'étais allée chez la maison de mon arrière-grand-mère, puis là j'ai regardé ça, puis finalement ça m'a fait rappeler que il y avait eu ça qui s'était passé, puis que là, de fil en aiguille, au fur et à mesure que les souvenirs remontent, ou les souvenirs améliorés, ou les souvenirs spéculés remontent, bien, plus ça va, puis plus on va finir par remonter l'arbre généalogique, puis essayer d'étendre finalement l'espèce de perspective finalement qui devient une perspective socio-historique, qui est quand même un mécanisme de narration stylistique qui n'est pas original, mais j'avais hâte de voir en fait comment ça se goupillait. Je l'avais entendu l'auteur à la grande librairie, j'avais bien aimé qu'est-ce qu'il avait dit. Je sais que les recensions, ce livre-là a laissé personne indifférent, mais les gens ont soit pas aimé du tout ou vraiment aimé. Je m'attendais à un rythme lent, c'est sûr que 700 pages avec ça comme prémisse, je me doutais que ça allait potentiellement prendre son temps et c'est en effet le cas. Donc, c'est un roman qui, dès les premières phrases, et heureusement que j'ai un comédien très doué et habile qui le lit, parce que dès les premières phrases, on se rend compte que ce sont des phrases proustiennes. Et je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas fait de recherche, mais il s'avère que dans le livre, finalement, l'arrière-arrière-grand-père de l'auteur, dans le fond, c'est Firmin Proust. Donc, je ne sais pas si c'est Proust de Proust, qu'on connaît, mais ça m'a juste fait sourire, ou c'est un clin d'œil volontairement qui a été mis là juste pour, bon. Mais cela dit, c'est un style qui est vraiment pas étranger à ça. Donc, vraiment, un peu le principe, Proust a un peu cette même proposition-là, souvent de partir de micro-observations, puis de nous faire partager à la fois l'intériorité d'un personnage, qu'elle soit réelle ou spéculée, et attacher ça à l'histoire et tout ça. Donc, c'était vraiment quelque chose comme ça. J'ai beaucoup aimé la plume jusqu'à maintenant. Un rythme très lent, très contemplatif, mais j'ai trouvé que c'était une plume accessible, dans le sens où les phrases ont vraiment l'air de faire 3/4 de page. Puis là, je vous dis on l'a parce que je sais pas, je l'ai pas en les mains, j'ai pas accès à la version papier, j'ai pas accès à la version numérique. Donc oui, en effet, les phrases ont vraiment l'air de faire une très grande durée.
mais sont très bien mises en voix par le comédien. Mais on ne retrouve pas ce que j'avais retrouvé un peu chez Proust quand j'avais lu le premier tome de La recherche du temps perdu. J'ai pas lu le restant, fait que peut-être que ça change au fur et à mesure. Ne me lancez pas de tomates. On ne retrouve pas le côté, peut-être volontairement ou involontairement, mais un peu élitiste ou hermétique, forcé. Là, dans le fond, oui, c'est une plume qui est hyper travaillée, c'est une plume qui déroule un récit en mode circonvolution, donc c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, avec un rythme lent. C'est une plume qui a le mot juste, qui a le mot évocateur, qui prend son temps, mais j'ai pas l'impression que la plume nous dit « Vous savez que vous devez être super intelligent pour me comprendre ». Alors que quand je lisais Proust, je dis pas que c'est pas accessible, mais absolument pas en fait, mais on dirait qu'on avait l'impression, en même temps, c'est typique, c'était aussi inscrit dans une époque à ce moment-là. Là. On s'entend que le Laurent Mauvigny a été écrit en 2020, je sais pas quoi, là, dans les années 2020, en fond. Mais en tout cas, moi, je percevais un côté de ben, c'est pas pour tout le monde, cette littérature-là. Alors que techniquement, ce l'était, là, je le sais, mais ça me donne cette impression-là. Est-ce que c'est un préjugé social? Est-ce que c'est une crainte que depuis toujours, les gens nous disent « Ah non, mais à la recherche du temps perdu, puis tout le monde nous bassine avec ça, puis que dans le fond, on se sent presque pas menacé, mais par cette espèce de grande brique-là, puis de se dire qu'il faut absolument qu'on aime ça. » Alors que dans Laurent Mauvigny, ça me donne l'impression, quand je l'écoute, que c'est sa façon d'écrire. Donc, j'ai pas l'impression que c'est un air qui se donne ou... Donc, je l'accepte tel quel, comme si quelqu'un me raconte une histoire, puis que sa façon de raconter l'histoire, c'est de tout nous donner les détails, ben je vais accepter. Et si sa façon à lui de nous raconter une histoire, c'est d'y aller avec juste les meilleurs moments et tout ça, ça va être aussi intéressant pour moi. Donc, c'est comme ça que je le perçois jusqu'à maintenant. Cela dit, c'est quand même une lecture au long cours. J'aimerais pouvoir le finir dans ce vlog-ci. Donc, ça va peut-être être ma seule lecture aux autres de la semaine. D'autant plus que je la lis. Là, cette fois-ci, c'est rare que je fais ça, mais j'ai décidé d'accélérer un peu le rythme. Donc, mécaniquement, le rythme proposé par la version audio. En version régulière, c'est tout à fait agréable et tout à fait, nous permet tout à fait de savourer le tout. Mais, comme j'écoute souvent dans les transports ou en faisant d'autres actions, les livres audio, c'est quand même, ça demande une bonne concentration. Puis quand c'est un rythme comme ça, on peut facilement avoir les pensées qui dérivent. Donc, je l'ai un tout petit peu accéléré. C'est rare que je l'écoute aussi vite, entre guillemets, pour moi. Là, moi, c'est 1.25. J'ai jamais écouté quelque chose à 1.25. C'est un poil trop vite. Je dirais que c'est parce que j'ai pas la possibilité dans la plateforme sur laquelle je l'écoute. Je peux mettre juste 1 ou 1.25. Sinon, je pense que je l'aurais mis à peut-être 1.10 ou 1.15. Mais là, je n'avais pas de nuance entre les deux. Juste pour garder un certain rythme. Et jusqu'à maintenant, sauf certains moments où il y a comme pas l'air d'avoir de respiration entre certaines parties où il y aurait peut-être dû en avoir, mais ça ne déforme pas la voix du narrateur, ça ne déforme pas sa capacité à interpréter. Donc, je suis allée au maximum de ce que je pouvais. Donc, en faisant ça, ça me permet quand même de sauver un peu en durée, mais c'est surtout que ça me permet de maintenir mon intérêt, même quand je suis dans un moment où ben, je fais des actions qui peuvent faire en sorte que mon cerveau va dériver. Alors, ben, je vous en ai parlé très longtemps pour une fille qui ne voulait pas vous en parler longtemps. Mais c'est donc ma lecture en cours. Puis ben, je vais vous tenir au courant au fil de la semaine. Est-ce que je vais vous faire plusieurs retours ou je vais juste attendre à la fin pour vous en parler? Je vais voir. Mais bon, au moins vous serez au courant que c'est ce livre qui est dans mes oreilles pour le moment. Alors voilà. Ben, à tout bientôt.
Bonjour! Alors, on se fait un petit coucou en mode studio mobile. On est le jeudi 20 novembre et c'est ma pause repas. Alors, je vous prends parce que, écoutez, cette semaine, je suis toujours dans ma lecture de La maison vide de Laurent Mauvigné. Mon écoute, en fait, ça se passe très bien. J'espère que j'ai capable de le terminer pour ce vlog-ci. C'est quand même une lecture au long cours. Mais bon, ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Et sinon, pour le boulot, pour une autre raison, ce que j'ai déjà lu pour le boulot, j'ai dû lire, en fait, j'ai dû écouter en version audio La Familia Grande, mon Dieu, je recommence. J'ai dû écouter La Familia Grande de Camille Kouchner. Donc, ce récit choc, donc, qui est un récit, en fait, de la part de Camille Kouchner, qui est une professeure de droit, je crois, et qui est quand même, la famille Kouchner est bien connue pour diverses raisons en France, et qui raconte ici, à sa façon, comment son enfance et sa vie adulte s'est passée, ainsi que celle de son jumeau, au sein d'une famille on ne peut plus hors norme, et au sein de laquelle des choses très importantes, des choses très graves se sont passées et ont été tues. Il y a certains quatrièmes de couverture qui mentionnent exactement quels sont les 3 avertissements, quel est le récit là, de dénonciation qui est là, mais c'est un récit de dénonciation qui est fait. C'était un coup au cœur. J'arrive un peu tardivement, là, ça a été publié en 2021, donc tout le monde a déjà sans doute vu passer ça. Ça a été un coup au cœur. C'est une écriture qui m'a... j'ai trouvé l'écriture parfaite pour ça. C'est une écriture particulière, une écriture un peu par à-coup, par bribes, par moments d'émotion. Des phrases courtes par moment, des phrases sans verbe par moment. Vraiment comme un récit, en fait, que quelqu'un nous ferait au fur et à mesure qu'il se sent capable d'en parler. On va voir un moment... On va voir une famille qui est en lien avec les grandes familles un peu connues des différentes sphères de la société importantes en France. Donc, évidemment, gouvernement, médecine, droit et tout ça. Donc, on va voir ces familles-là qui, dans la famille de Camille Kouchner, ça va être une famille où elle va être élevée par sa mère qui prône la liberté à tout prix. Et cette liberté-là va s'exprimer par une enfance où il y a aucune limite, où on force même, en fait, les limites, les normes, les expériences nouvelles et pas nécessairement appropriées pour nécessairement tout le monde dans la vie de ces enfants-là. C'est une enfance comme les années 70 en ont fait naître un peu partout à travers le monde, mais avec évidemment pas nécessairement toutes des conclusions, des résolutions pareilles, mais c'est vraiment une enfance où il y a une espèce de... Quand on dit la liberté à tout prix, c'est ça. Ça va être la liberté malgré, envers et contre tous. La liberté où la liberté des uns et le début de la liberté des autres s'entrechoquent, se défoncent, se fracassent. Et malheureusement, cette enfance-là a impliqué aussi, évidemment, des enfants qui ont évolué dans cette liberté-là avec des repères qui n'étaient absolument pas des repères qui étaient socialement généralisés. C'est des repères qui étaient quand même plus communs en années 70, mais qui n'étaient pas socialement généralisés. Et malheureusement, va s'avérer plusieurs moments de drame, des morts, entre autres, mais aussi des abus. Et ce qui est troublant, dérangeant, choquant là-dedans, c'est bien sûr le récit qu'en fait Camille Kouchner et qui est un récit indirect. Donc, c'est une dénonciation, mais elle n'est pas la personne qui est directement concernée. C'est très intéressant. On va voir justement, évidemment, tout ce qui est mécanisme d'emprise, mécanisme d'abus, mais tout ça au sein
d'une ambiance d'une famille qui paraît de gauche, qui paraît où la liberté est importante, donc où techniquement, il n'y a pas l'air d'avoir d'interdit. Et on va voir cette situation-là qui va prendre des proportions, criminelles, à travers les yeux de la jeune Camille, de l'adolescente Camille, de Camille, celle qui finit par savoir, celle qui prend la décision de taire parce qu'on lui demande de se taire, et de Camille qui vit toute sa vie avec ce qu'elle appelle, c'est très beau comment qu'elle le mentionne, même si c'est terrible ce que ça évoque, l'hydre, donc au sein d'elle, une espèce de sentiment de culpabilité, de honte qui reste en elle en raison des décisions qu'elle prend ou qu'elle prend au mieux de ses connaissances ou de sa maturité à ce moment-là. C'est glaçant, et la non-réaction des adultes ou la réaction tardive ou la réaction de déni des adultes est effroyablement... Ah, c'est effroyable. C'est effroyable. Pourquoi ce genre de récit-là? Vous savez, c'est pas mon genre de récit habituellement. C'est tellement bien formulé. Ça nous met dans une situation où on n'est pas confortable, où on se demande qu'est-ce qu'on ferait, où, pour une fois, comme je vous dis, on prend conscience aussi de, oui, on est conscient maintenant de plus en plus du long processus, pourquoi les gens ne vont pas nécessairement dénoncer dans diverses conditions, encore plus quand c'est au sein d'une famille. Mais là, non seulement, absolument, c'est plus en lien avec, évidemment, tout ce qui est juridique comme processus, mais là, on va prendre conscience de d'autres repères, de quelqu'un qui va se taire, qui veut pourtant pas se taire, mais qui va se taire. Oui, on est plus familier avec la demande de se taire par la personne qui va créer les abus, mais il peut y avoir aussi d'autres personnes qui vont demander de se taire et qui sont les personnes directement concernées. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est vraiment bien dit. Ça fonctionne par petites touches de révélation. On dit pas tout. Tout n'est pas dit, c'est pas nécessaire. C'est pire, en fait, parce que justement, il n'y a pas grand-chose de graphique. C'est toujours dans l'incertitude, dans le est-ce qu'on a bien perçu. Puis c'est vraiment souvent ça aussi dans des situations, surtout pour des personnes qui vont être potentiellement indirectement concernées. L'impact est réel, mais c'est tellement quelque chose qui semble pas... qu'on a l'impression qu'il ne peut jamais se passer, que souvent la question, ça va être, est-ce que j'ai raison de percevoir ça? Est-ce que ça se passe vraiment? Le doute, le mal-être, la solitude d'une enfant qui a un secret plus grand qu'elle autour d'elle, qui a à gérer. Aussi une relation qui est particulière, parce qu'évidemment, on va évoquer ça, évidemment, la grande notion de où s'arrête la liberté et où commence des fois, négligence, on va dire dans ce cas-ci. Mais aussi, j'ai perdu mon idée. La relation à la mère, parce que dans ces cas-ci, on est vraiment avec des personnages, des figures maternelles qui refusent d'être des mères. Donc, qui sont des mères, qui ont des enfants, mais qui, au nom de la liberté, refusent d'être des mères. Donc, ça aussi, c'est particulier. Ça m'a fait d'ailleurs penser un peu, c'est pas du tout la même chose, mais ça m'a fait très fortement penser à La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, en regard de comment la grand-mère, la fameuse grand-mère qui est absente, a justement, elle, choisi sa liberté au détriment de tout. Mais en même temps, c'est ce qu'elle a choisi. Ça m'a fait vraiment penser à ça. Donc, comme je vous dis, c'est pas pareil. On n'est pas dans un roman de dénonciation. En même temps, oui, en quelque sorte, parce que c'est un roman qui dénonce un abandon, une non-présence. Mais on n'est pas dans le même genre de dénonciation. Sauf qu'il y a la même prise de conscience de à trop vouloir la liberté et à trop s'octroyer la liberté. Est-ce qu'on est vraiment libre finalement? Est-ce qu'on peut permettre aux autres d'être libres en priorisant notre liberté à nous? Parce que notre liberté va nécessairement générer une atteinte à d'autres libertés. Donc, en tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est hyper troublant. Je ne conseillerais pas ça à quelqu'un aveuglément.
il y a des traumas avertissements. Peut-être si vous voulez en savoir plus, allez vraiment peut-être sur le site de l'éditeur ou à des endroits où ils vont les mentionner clairement. Il n'y a pas que les abus, il y a d'autres choses aussi. Donc, peut-être que si des gens qui sont fragiles avec des réalités potentielles dans les traumas avertissements assez communs, disons, peut-être vérifier pour être sûr pour pas que ça vous atteigne. Cela dit, j'ai trouvé que l'écriture était juste, marquante, évocatrice, authentique, sans flafla. Ça a été vraiment, c'est une lecture marquante de mon année. Est-ce que je relirais le livre? Sans doute pas. Le fait de l'écouter en livre audio, j'ai hésité parce que j'avais peur de ce que ça allait me faire, mais finalement, c'était une très bonne narratrice. Je crois que c'est chez Lizzie Audio, je me souviens plus. Je vais vous mettre la vignette de toute façon. Mais si jamais vous ne l'avez pas encore lu, je vous dirais que dans tous les récits de dénonciation, celui-là, je trouve quand même que c'est un qui est intéressant, indispensable, qui amène en plus une seconde dimension par rapport à la liberté et à la relation à la mère, et qui est très bien dosé, qui fait que ça va générer un choc, générer des questionnements, générer une rébellion à la limite chez le lecteur, mais on ne va pas non plus ensevelir le lecteur dans un fatras de détails graphiques qui sont sans doute nécessaires dans certains cas. Moi, dans mon cas, qui malheureusement me font me retirer pour me protéger. Là, je suis contente parce que j'ai réussi à justement recevoir ça. Ça a été un choc. Ça ne me laisse pas indemne, mais au moins, je suis capable de justement le recevoir, réfléchir à ça et tout ça. Donc, lecture marquante. Si vous en sentez capable et que vous avez bien lu tout ce qui est en lien avec ce livre-là, je vous le conseille si vous en sentez capable. Vraiment. Donc, grosse surprise de ma semaine, mais je voulais vous en parler. Alors voilà, écoutez, je dois poursuivre mon dîner, mais je voulais au moins vous faire un petit coucou. Alors, ben voilà, on se dit à tout bientôt. Bonsoir. Alors, on est le vendredi 21 novembre. Bon, on est rendu le soir, comme vous pouvez le constater. Et j'ai passé une journée assez occupée aujourd'hui puisque j'étais en congé. Mais j'ai fait une petite sortie dont je vais vous parler dans le prochain vlog. On verra bien. Mais en fait, je viens tout juste à l'instant de terminer mon écoute du très remuant roman La Maison vide de Laurent Mauvigny qui a récemment gagné le prix Goncourt. Fouah! Ça va me prendre un peu de temps avant de m'en remettre. Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. C'est sûr que c'est de la fiction, mais en même temps, c'est très fortement inspiré d'une histoire familiale que l'auteur a un peu, pas réinventé, mais en fait, il s'est employé à tricoter l'information qui lui manque depuis toujours sur l'histoire de sa famille. Qu'est-ce qui fait que cette histoire-là est différente de toutes les histoires familiales qu'on peut avoir? Parce qu'en fait, a priori, ça reste quand même une histoire qui, à travers une prémisse qui nous part, comme je vous disais, au sein d'une maison qui a été abandonnée pendant longtemps et qui va être rouverte par le père du narrateur et qui, en trouvant des objets, va un peu se lancer dans des réminiscences d'une histoire à trous, d'une histoire qu'il ne connaît pas beaucoup. Donc, en partant de ça, on va remonter, désolée pour l'invasion. En partant de ça, on va remonter le cours du temps, on va remonter le cours d'une lignée, particulièrement d'une lignée de femmes qui remonte à même la fin du 19e siècle. Et avec cette lente remontée du temps, on va également à la fois essayer de recevoir cette histoire-là, pas facile, dure, des femmes dans la société tout au long du dernier siècle et à travers à la fois l'absence d'évolution pour les libertés des femmes ainsi que tout ce qui s'est passé socialement, évidemment, et politiquement au début du 20e siècle, donc les deux grandes guerres. Et tout ça toujours par le truchement de comment les femmes de la famille ont vécu ça, donc l'arrière-arrière-grand-mère du narrateur, son arrière-grand-mère, Marie-Ernest, donc dont je me souviens pas le nom parce qu'on la nomme pas, je crois qu'on dit, on la nomme à un moment donné,
C'était, je me souviens plus, Jeanne-Marie, je pense, mais elle est nommée comme préposée au rapiessage et à la confiture, là, donc pas de façon méchante, mais comme juste pour illustrer comme quoi, à l'époque, les femmes n'avaient qu'une seule identité et c'était celle d'être une fille, la fille de ou la mère de. Donc, cette femme-là, d'abord, arrière-arrière-grand-mère, ensuite, l'arrière-grand-mère qui va être Marie-Ernestine, qui va rêver d'une liberté qu'on va lui tirer de sous le pied assez abruptement, tout en ayant, après avoir vraiment fait en sorte que ses horizons s'ouvrent beaucoup plus que ce que sa classe sociale de l'époque lui aurait permis, et surtout ce que les droits sociaux de son genre, donc de femme, lui permettaient à l'époque. Donc, Marie-Ernestine, ouais, c'est ça, la grand-mère, et ensuite la grand-mère Marguerite, pour ensuite aller vers finalement les parents du narrateur, donc qu'on ne va pas voir nécessairement en détail. C'est un... On ne pourrait pas vraiment dire que c'est une espèce de roman choral, mais en partie, ce qui est particulier de ce roman-là, c'est que c'est comment l'auteur s'imagine que l'histoire a pu se passer. Que l'histoire avec un petit H, même si c'est pas un petit H, que c'est de sa famille, et versus l'histoire avec un grand H. Comme je vous dis, en partant de bribes, en partant d'objets, en partant d'histoires qu'on raconte dans une famille. Souvent, on va raconter des histoires, l'histoire de quelque chose qui s'est passé en omettant des choses ou en la réinventant. Donc, il va partir de ça et il va extrapoler selon ce qu'il connaît du caractère de cette lignée de femmes-là et ce que ça a pu avoir éventuellement comme impact, ce qu'il pense que l'histoire a pu avoir comme impact. C'est raconté comme étant un récit familial, mais le narrateur va briser le quatrième mur souvent en nous rappelant toujours qu'il est vraiment dans la supposition. Il ne peut pas être sûr de ce qui s'est passé, bien entendu. Les seules choses dont il est sûr, c'est très peu de faits en tant que tels. Par exemple, là, je ne sais pas, des mariages, des mobilisations militaires pour les hommes qui sont quand même à travers tout ça dans l'histoire de la lignée de ces femmes-là. Je sais pas comment on peut... Je sais pas comment décrire l'écriture de Laurent Mauvigny. C'est une écriture... C'est magistral, je crois. C'est une écriture qui a un souffle qu'on a l'impression qui est complètement intarissable. Par contre, qu'on ne perçoit pas nécessairement comme... c'est pas une histoire qu'on va lire en apnée, c'est pas une histoire non plus qui va nous donner, se dire justement, on va se dire, coudonc, c'est donc bien un souffle qui ne se finit plus de finir. Moi, je l'ai pas perçu comme ça, je sais que ça a été perçu comme ça par plusieurs personnes. Quand on se laisse porter, qu'on passe, parce que vraiment, il va partir, finalement, on va être dans le presque, pas le présent, mais la fin du 20e dès le départ. Et ensuite, il va remonter vraiment à la fin du 19e. Donc, c'est sûr qu'il va partir de arrière-arrière-grand-mère, puis il va revenir vers le présent tranquillement, tout en faisant, en n'abandonnant pas, dans le fond, ces femmes-là au fur et à mesure, parce que bien entendu que ces femmes-là vont se croiser dans le sens qu'ils vont pas toutes être mortes quand l'autre va arriver. Donc, il y a des moments où il va y avoir 2 générations de ces femmes-là, des fois 3 générations de ces femmes-là en même temps. Ça m'a vraiment marqué. Qu'est-ce qui est marquant, c'est un roman familial, c'est aussi un roman féministe en quelque sorte, même si les femmes qui évoluent là-dedans n'ont pas nécessairement pu ou n'ont pas nécessairement choisi. Dans certains cas, elles ont eu le choix, mais bref, n'ont pas nécessairement choisi d'agir pour essayer de faire avancer les choses. En même temps, je pense qu'il y a des choix qu'elles avaient, mais pas vraiment. Donc, ça demeure que c'est une famille qui a été quand même relativement hypothéquée, dans le sens où c'est une famille qui était une famille quand même qui habitait dans le milieu rural, mais était quand même nantie avec des terres et tout ça. Mais une histoire familiale sombre, des relations parentales vraiment pas positives, père-fille, mais particulièrement mère-fille. Un refus
en quelque sorte, un refus de maternité protectrice de génération en génération. Bon, l'arrière-arrière-grand-mère avait quand même un peu un rôle plus de femme au foyer, puis elle avait un peu le côté justement protection et prendre soin un peu forcé, mais ça se traduisait pas nécessairement par une bienveillance par rapport à sa fille et inversement, et ça s'est passé au fur et à mesure d'une femme à l'autre. Donc, ce qui est particulier, c'est que j'ai lu le Camille Kushner, puis il y a vraiment un point, en fin de compte, commun là-dedans. Évidemment, le point commun, c'est pas nécessairement un des thèmes qui est dur, là, qui est dans le Camille Kushner. C'est pas un roman de dénonciation. En même temps, c'est un roman de dénonciation en quelque sorte, ce roman-là de Mauvigny, parce que c'est la dénonciation d'une espèce de combat infructueux pour une liberté de ces 4 générations de femmes-là qui sont toutes devenues mères à un certain moment de façon pas nécessairement, la plupart du temps, non voulue, dans certains cas par hasard, mais finalement pas nécessairement assumée, parce que peut-être n'ayant pas connu non plus l'amour maternel, est-ce qu'on pouvait vraiment le donner? Donc, c'est des questions qu'on va se poser. En même temps, l'histoire avec un grand H qui arrive avec comme son rouleau compresseur de tâches obligées, de stéréotypes sociaux, de, de stigmates post-guerre qu'on comprend pas trop, qu'on n'exprime pas. On est dans une société du silence, on est dans une société des convenances, on n'est pas dans une société de où la différence est bien accueillie. C'est vraiment des femmes qui sont meurtries à un âge très jeune, qui historiquement est malheureusement relativement courant, mais ça reste quand même que même pour l'époque, je pense que c'était quand même assez tôt et on voit vraiment l'impact que ça a sur leur vie. C'est pas une histoire, c'est une histoire qui est très dure. Évidemment, on va passer à travers, vous allez me dire, bon, surtout particulièrement dans la partie qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et dans le fond, la dernière génération de femmes, entre guillemets. C'est pas vrai parce qu'il y en a une autre après, là, mais c'est la dernière dont on va vraiment parler. Il y a des scènes quand même très dures qui sont quand même relativement connues au niveau historique, donc quand même. Mais je vous dirais qu'on va retrouver une grande violence dans tout ça, une grande violence envers les femmes, violence qui est assénée par la société en général, en bafouant les droits, mais aussi évidemment au sein du foyer, des hommes envers les femmes, mais aussi des femmes envers les femmes. C'est extrêmement bien écrit et c'est pas du tout pompeux et c'est wow, c'est vraiment je suis complètement soufflée par ce roman-là. C'est quand même un roman qui demande, malgré tout, du souffle comme lecteur. Là, je l'ai quand même lu assez vite, peut-être un peu trop vite. Je pense que j'aurais peut-être bénéficié de l'écouter encore plus, en l'étirant encore un peu plus pour justement prendre des bouffées d'air pour pouvoir justement pousser plus loin ma réflexion ou justement juste respirer entre les moments où c'était vraiment difficile. Mais c'est pas un roman, c'est un roman qui est absolument pas facile, mais je veux dire, un roman qui met de l'avant des choses vraiment pas faciles qui vont affecter les personnages et c'est quelque chose qui, qui peut potentiellement s'être probablement passé. Donc, pas nécessairement, on n'est pas sûr, mais est-ce que ça reste l'auteur qui fait des suppositions? Donc, c'est dur, mais en même temps, il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de poésie. Il y a quelque chose. L'écriture est d'une. La plume est d'une poésie, d'une émotion, d'une sensibilité, en quelque part d'une délicatesse, même lorsqu'elle est en train de broyer un peu les espoirs des personnages. Il y a quelque chose de. Je dirais pas fleuri. En tout cas, si c'est fleuri, c'est pas dans le sens négatif du terme. Moi, en fait, c'est la première fois que je lis Laurent Mauvigny, fait que peut-être, comme je dis, que son écriture est toujours comme ça, mais ça va rester avec moi longtemps, je pense, ce roman-là. Je pense pas que je vais pouvoir vous en dire vraiment plus, à part peut-être osez-le lorsque l'espèce de grosse hype du post-prix Goncourt va être passée. Moi, le fait de l'écouter en livre audio, ça m'a vraiment plu. Je pense que pour ce genre de lecture au long cours-là, surtout que là, on est vraiment dans saga familiale, historique,
social et tout ça. Je trouve ça intéressant. En papier, ça peut fonctionner aussi, mais je trouve que l'avoir vraiment, le comédien en tout cas qui l'a fait, je vais vous remettre la vignette avec son nom, j'ai un blanc, mais je crois que c'est un comédien qui lit souvent des classiques. Donc, il est habitué justement à rendre une langue qui peut-être peut paraître, a priori, comme là, dans ce cas-ci, je vous disais, c'est sans doute des très longues phrases, a priori, qui peut peut-être paraître hermétique, mais qui rend ça vraiment vivant et tout ça. Pas vivant dans le sens de hop la vie, mais vivant dans le sens, le vrai sens du terme. Vraiment, je sais plus quoi vous dire d'autre. Allez-y, quelle belle, quelle belle, c'est pas beau, c'est terrible, c'est une prise de conscience, c'est un choc. C'est pas comme si on était surpris, mais je veux dire, c'est quelque chose qui fait que on reste sous le choc ensuite. Pas parce qu'on est surpris, parce que dans le fond, on aimerait bien ça, que ce qui est raconté nous surprenne de façon positive, mais on sait bien que c'est pas nécessairement ça qui va se passer parce que c'est pas comme ça que l'histoire s'est déroulée non plus pour les femmes. Mais quelle façon marquante de terminer ma semaine de lecture et de conclure ce vlog-ci avec vous. Alors, ben voilà, c'est ce que je vais vous proposer comme fin de vlog. J'espère que ce vlog-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si cœur vous en dit. Je vous souhaite des super lectures. En tout cas, moi, j'ai eu 2 lectures qui remuent cette semaine. Je vous en souhaite des superbes de votre côté. Qui remuent ou pas, ça dépend de votre goût et tout ça, évidemment. Puis ben nous, tout ce qu'il nous reste à nous dire, c'est à la prochaine!